Je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons à nous retrouver pour vous présenter notre rapport d'activité 2020. 2020, bien sûr, une année atypique, une année unique, une année exceptionnelle. La crise sanitaire nous a profondément affectés avec des aspects économiques, mais notre volonté, ça a été, et notre défi, de pouvoir avoir cette continuité de la vie syndicale. Continuité de la vie syndicale au niveau local, départemental, régional, national, avec le renouvellement de nos conseils d'administration qui a été important. Et puis au-delà des aspects sanitaires, économiques, il y a aussi toute l'activité, toute l'actualité auquel nous avons été mobilisés avec l'ensemble des responsables nationaux pour pouvoir vous apporter des réponses avec Patrick, avec Hervé. Nous allons revenir sur cette actualité donc 2020 qui a été exceptionnelle dans tous les cas. Je crois que nous sommes tous restés très marqués par l'intervention du président de la République. S'imaginer en 2020 la fermeture de toute la restauration hors domicile, les restaurants, les bars, les activités de loisirs, les fermetures des frontières. C'était pour nous un moment exceptionnel. Il fallait réagir, car on devait être présent lorsque le président de la République s'est adressé à nous en disant que confier notre alimentation, notre santé à d'autres était une folie, ça nous donnait une responsabilité. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous étions cette deuxième ligne. Il fallait qu'on soit au rendez-vous pour faire tenir cette chaîne alimentaire. Que ce soit de la production, que ce soit aux industriels, que ce soit à la grande distribution, pour permettre à nos concitoyens de trouver une alimentation saine et durable. Les marchés de plein vent fermés, les producteurs de fruits et légumes, l'asperge, la fraise, se retrouvaient avec des productions qui risquaient de ne pas être récoltées parce que nous avions des problèmes de main-d'œuvre. Il a fallu agir auprès des centrales d'achat, Christiane Lambert auprès des distributeurs pour permettre de jouer la proximité des agriculteurs et retrouver sur les étals de la grande distribution nos produits de nos territoires, nos produits de qualité, sur les fruits et légumes, sur l'agneau, pour éviter l'agneau néo-zélandais, sur la volaille et sur les produits festifs, sur les sapins de Noël. La FNSEA a été au rendez-vous. La FNSEA a permis de faire réouvrir ces marchés, a permis de pouvoir avoir cette continuité de la chaîne alimentaire. Tout cela a pu aussi se mettre en place par votre réactivité, par votre mobilisation, au niveau donc du réseau, en lien avec les préfets, la gendarmerie, pour faciliter les autorisations sur les transports, avec les chambres d'agriculture, auxquelles de nombreuses initiatives ont été prises pour mettre en place aussi des drives fermiers, mais aussi pour vous écouter, pour nous faire remonter les difficultés. Toutes les semaines, je réunissais les présidents de régions. Toutes les semaines, nous avions des réunions avec chacune de nos filières, chacune de nos associations spécialisées pour pouvoir permettre de faire remonter les difficultés et vous apporter des réponses. C'était la continuité de notre activité syndicale, de cette FNSEA, d'être force donc de proposition et pouvoir répondre à vos attentes et à vos besoins. Un des défis pour nous était de faire face au manque de main-d'œuvre. Au moment où les frontières se fermaient, au moment où il y avait le confinement et de nombreux salariés confinés, il fallait sécuriser nos productions. On s'est fortement mobilisé en lien avec la NEFA, l'agriculture recrute, avec la plateforme que nous avons lancée, Des bras pour ton assiette, 350 000 inscriptions, 14 000 employeurs inscrits et près de 10 000 offres d'emploi pour permettre de sécuriser nos producteurs à la récolte. Nous avons été, pour de nombreuses filières, impactés par cette crise sanitaire sur le plan économique. On s'est mobilisé avec nos associations spécialisées, avec chacune de nos filières, pour permettre de compenser cette baisse de chiffre d'affaires. Le quoi qu'il en coûte était aussi important pour l'agriculture. On s'est mobilisé dans chacune de nos filières en difficulté. Je pense en particulier à l'horticulture, à la pomme de terre, au centre équestre. Je pense aussi à l'élevage, avec en particulier la volaille. Et puis je mettrai aussi tous les produits festifs. Et bien sûr, le secteur des boissons, avec les vins, les spiritueux. La filière cidricole qui a été aussi fortement impactée et de nombreuses filières. Il fallait pouvoir répondre à ces difficultés et trouver des éléments de compensation aux pertes économiques. Il fallait aussi
que nous soyons dans ce fonds de solidarité auquel nous avons obtenu des mesures spécifiques pour l'agriculture et pour aussi alléger les charges sociales. Et puis, ça a été le combat que nous avons mené avec Christiane à l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, pour que nous soyons dans ce plan de relance, pour que nous pensions à l'avenir. Nous avons décroché 1,2 milliard pour l'agriculture, l'agroalimentaire et pour la forêt. C'est la FNSEA, à bout de bras, qui est allée chercher donc ces financements pour pouvoir accompagner la modernité, pour accompagner les différents secteurs de production dans un plan d'investissement. Il était important que nous lancions cette campagne de communication On vous nourrit, qui a fait beaucoup d'effets sur les réseaux sociaux, parce que nous étions là. Les Français ont été au rendez-vous dans leur acte d'achat, dans les différents réseaux de la distribution. Ils ont fait cet acte patriotique de pouvoir soutenir, dans une période difficile, les producteurs. Ce que nous souhaitons pleinement à la FNSEA, c'est qu'ils poursuivent leur engagement. C'est important. C'est important au moment où on parle de souveraineté alimentaire. C'est important où on parle de qualité de nos produits. Cette crise sanitaire restera bien sûr dans les mémoires. Bien sûr qu'elle nous a fortement impactés, même si nous avons tenu, si on a assuré cette continuité de l'activité, mais elle nous pose bien d'autres réflexions. Le président de la République l'a évoqué. Nous l'avons porté très fortement, l'enjeu de la souveraineté alimentaire, pour pouvoir protéger nos concitoyens. C'est pour ça que nous avons réalisé un manifeste autour de la souveraineté alimentaire solidaire. Je pense que cela a fait comprendre et prendre conscience auprès du monde politique, auprès des décideurs, auprès du grand public, de la nécessité de bâtir cette souveraineté alimentaire et de la faire perdurer. La FNSEA a été sollicitée à tous les niveaux. Que ce soit pour répondre à cette crise sanitaire et économique, que ce soit sur l'enjeu de notre souveraineté alimentaire, mais aussi pour pouvoir répondre à tous les sujets de l'actualité. En 2020, nous avons orienté nos actions sur 3 volets. D'abord, bien entendu, le prix de nos produits qui est très important. Dans un second temps, la prédation qui est un fléau qui touche énormément les éleveurs et qui les décourage beaucoup. Et puis un troisième point, c'est toutes les attaques que nous pouvons subir et sur lesquelles nous avons dû nous défendre en œuvrant pour avoir des voies de recours au niveau de la justice pour défendre les agriculteurs et le métier. Le syndicalisme économique pour nous, c'est notamment tout ce qui tourne sur la question des prix et nous en avons fait une priorité. Dans un premier temps, ça n'a pas été facile puisque l'année 2020 a été compliquée puisque c'est l'année de la crise sanitaire. Il y a eu énormément de reports de consommation de la restauration au foyer vers la grande distribution. Malgré tout, nous avons essayé de mettre en œuvre une structuration de réseau en mettant en place des référents économiques dans chaque région qui ont pour mission de mettre en œuvre les partenariats que nous avons pu signer au niveau national. C'est le cas pour Métro, mais également d'autres engagements d'enseigne, mais aussi des initiatives territoriales qui visent à mieux rémunérer les producteurs. Nous avons malgré tout tenu à mettre un cadre à tout ça. Le cadre, c'est les plans de filière qui ont été définis par nos associations spécialisées à l'intérieur des interprofessions. Et ça doit rester la ligne. Chaque association spécialisée doit être en relation étroite au niveau décentralisé, au niveau territorial, avec ses référents régionaux pour mettre en œuvre le syndicalisme économique. Et puis, il y a également la partie de l'origine. L'origine, c'est important pour nous, défendre l'origine France. Nous avons obtenu la prolongation de l'expérimentation sur les plats cuisinés par rapport à la viande et au lait. Et puis, nous avons énormément travaillé sur la mise en œuvre de l'étiquetage sur les viandes, à l'instar de ce qui a été fait sur la viande bovine pour toutes les autres viandes. Et nous en attendons les résultats, y compris pour le miel, pour la bière et pour le vin. Et puis, c'est également le travail que nous attendons avec impatience sur la dénomination des viandes. Nous attendons le feu vert européen sur ces sujets pour éviter que certains puissent appeler steak végétal ou saucisse végétale certains aliments. Pour finir, parce que c'est quand même très important, les EGA n'ont pas fonctionné comme nous l'aurions voulu, donc nous avons alerté le monde économique, le monde politique pour raffermir la loi,
pour la modifier, pour surtout la renforcer. Et donc la PPL, la proposition de loi Besson-Moreau, est passée à l'Assemblée nationale, est en cours de passage au Sénat et nous espérons qu'elle ira dans le bon sens. Nous y avons beaucoup travaillé pour que ce renforcement permette aux agriculteurs de défendre le prix de nos produits et notamment au niveau du respect des coûts de production. C'est l'objectif. La prédation est un fléau majeur pour les agriculteurs et nous devons nous en défendre sous peine que le pastoralisme disparaisse. Nous avons malgré tout obtenu un certain nombre de choses, pas suffisantes, mais malgré tout nous avons obtenu le doublement puis l'augmentation du plafond de prélèvement des loups d'abattage qui a été porté à 19% de la population. D'autre part, des moyens techniques ont été mis à disposition des lieutenants de louveterie et des éleveurs. On pense notamment aux armes à visée nocturne qui sont redoutablement efficaces. Et puis, d'autre part, l'engagement notamment du président de la République de ne plus introduire d'ours, notamment dans les Pyrénées. Néanmoins, ces abattages, notamment au niveau des loups, sont insuffisants, puisque malgré ce que nous avons obtenu, ces abattages se font par rapport à un quota issu des comptages réalisés par l'Office français de la biodiversité, qui pour nous n'est pas au niveau où il devrait être. Et c'est pour cela que les attaques continuent, puisque nous avons atteint en 2020 près de 10 000 victimes, alors que nous étions à 7 000 en 2016. Donc il y a une progression de ces attaques qui n'est pas admissible, et nous souhaitons que ces comptages évoluent de bonne manière à la hausse pour pouvoir abattre plus de prédateurs. Et puis également, nous avons le souci avec l'ours ou le vautour, où là, il n'est pas permis de pouvoir prélever dans ces populations pour protéger nos troupeaux, et ça, c'est un vrai problème. Pour défendre notre métier par rapport à diverses attaques, nous avons dû nous adapter et trouver des solutions. Alors bien entendu, dénoncer les attaques récurrentes qui sont faites mal à propos au niveau du monde agricole, mettre en avant des arguments qui permettent effectivement de démontrer qu'il y a des choses fausses qui sont racontées sur l'agriculture, ça c'est le deuxième volet. Avoir des actions vis-à-vis des parlementaires, le référendum d'initiative populaire qui a été amené par certaines associations soi-disant protectrices des animaux, mais également certains industriels qui voulaient en tirer profit pour essayer de vendre de la fausse viande ou autre aux consommateurs. C'est des choses sur lesquelles nous avons dû lutter en faisant notre travail auprès des parlementaires à ce niveau-là. Également, il y a aussi la voie juridique. Quand nous sommes attaqués, il y a eu la mise en place de la cellule Déméter, qui est une cellule constituée par la Gendarmerie nationale, qui permet de faire en sorte que les délinquants, cette nouvelle délinquance qui s'attaque à nos animaux, qui s'attaque à nos fermes, ou voire même qui provoque des intrusions, des vidéos illégales, puissent être condamnés, puisque tout ça, ce sont des actes répréhensibles. Et d'ailleurs, nous avons obtenu la condamnation de certaines associations antispécistes type Red Pill qui ont été condamnées justement à ce titre-là. À ne pas confondre, puisque les gendarmes font leur travail, et c'est bien, à ne pas confondre avec les conventions qui ont été signées entre le monde agricole et la gendarmerie pour favoriser tout ça. La cellule Déméter est quelque chose qui s'adresse à tous les agriculteurs, qu'ils soient à la FNSEA ou pas, pour les défendre. Là aussi, on se reprojette en 2020. Début du confinement, Covid. Au niveau du climat, on est sur une situation atypique. Dès le mois de mars, la sécheresse s'installe pour durer avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Enfin, au mois d'octobre, il pleut. Plus de 80 départements français aujourd'hui, en 2020, ont subi une sécheresse conséquente. Et donc, il y a eu un accompagnement fort de la FNSEA sur tous les dispositifs pour aider au mieux nos agriculteurs. La FNSEA a accompagné les agriculteurs dans les cellules sécheresse, donc cellules départementales d'expertise autour des calamités agricoles, les aides collectives autour de l'exonération des taxes sur le foncier non bâti, et puis les aides d'urgence aussi autour de la MSA pour une prise en charge des cotisations sociales de nos exploitants agricoles, et aussi le report possible de ces cotisations sociales. Donc ce font partie des dispositifs que nous avons mis en place et accompagner nos agriculteurs dans chaque territoire concerné par la sécheresse. On a l'accompagnement à court terme sur les aléas climatiques, et sur le moyen terme, en fait, il y a toute la réflexion qui est engagée depuis plus de 5 ans à la FNSEA. 2021, on gère des inondations. 2020, on a géré la sécheresse. 2016, on a géré un aléa climatique d'ampleur aussi au niveau français. Et donc, on pousse en fait ces idées autour de la refonte du système assurantiel, du sujet des calamités, de la multirisque climatique, de la résilience de nos exploitations, de l'adaptation au changement climatique, stockage de l'eau,
pouvoir aussi irriguer des cultures quand il y en a besoin. Et donc c'est tout un système qu'on a poussé de manière très forte. Et aujourd'hui, en 2021, il y a ces réflexions autour du Varenne de l'eau qui embrassent en fait toutes ces réflexions de la FNSEA pour adapter nos exploitations agricoles à l'évolution du climat. Et je pense que c'est en ça, sur le moyen et le long terme, que nous continuons à travailler et qu'il faut trouver des solutions. Et on espère qu'en 2023, on aura abouti sur ces négociations et qu'on pourra donner tous les outils nécessaires aux exploitants agricoles pour s'adapter. Le rapport d'orientation de la FNSEA, que nous avons travaillé avec 4 rapporteurs dans une période compliquée, parce que confinement, Covid, n'a pas permis non plus sa diffusion à large échelle. Ce rapport d'orientation, nous allons le faire vivre maintenant dans les territoires. L'adaptation et l'évolution du climat, les agriculteurs en sont la cause, la victime, mais surtout la solution. Et je pense qu'il faut positionner l'agriculture en termes de solutions sur le développement des énergies renouvelables, solutions sur le piégeage des gaz à effet de serre et le stockage du carbone dans le sol. Nous avons un puits aujourd'hui incroyable qui est celui de la photosynthèse. Et chaque hectare de terre agricole arable cultivée capte des gaz à effet de serre pour stocker du carbone vert dans le sol. L'agriculture se positionne vraiment en termes de solutions sur l'évolution et l'adaptation au changement climatique et voir toutes les évolutions qui ont été faites ces dernières années, parce qu'on part aussi d'un constat d'évolution sur les 20 dernières années. Nous avons baissé de 8% nos gaz à effet de serre grâce à la productivité, grâce à nos techniques agricoles. Donc nous ne partons pas de rien et nous continuons à évoluer grâce à la recherche et l'innovation. Les solutions dans le rapport d'orientation, on a ces contrats de prestations de services environnementaux. On a 2 sujets. On a les prestations de services environnementaux dans un cadre plutôt réglementaire PAC, et on a les contrats de prestations de services environnementaux de gré à gré entre un industriel, une collectivité, un agriculteur. C'est de refaire du lien, en fait, entre la partie industrielle, la partie agricole, et rémunérer aussi les agriculteurs pour les services rendus. Et donc, ce sont des cadres juridiques assez contraignants que nous avons construits avec la FNSEA et Imagine Rural autour d'une marque qui s'appelle Epiter. Cette marque Epiter, aujourd'hui, elle commence à intéresser des entreprises par le biais de leur RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Et on a un exemple très concret aujourd'hui, les universités d'été du MEDEF ont contribué, avec leur bilan carbone, à implanter 4 km de haies dans un département français, notamment celui de la Marne. Nous sommes en relation avec Coca-Cola, avec Kering, avec des grandes entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à ces contrats de prestation de services environnementaux pour rémunérer les agriculteurs et pour répondre aussi aux enjeux de leur responsabilité sociétale et environnementale sur le volet biodiversité, mais sur le volet carbone. C'est une nouvelle source de rémunération pour nos agriculteurs et qui va refaire du lien dans les territoires avec les entreprises et les agriculteurs. Donc c'est un levier très important pour nous aujourd'hui. Le contrat de solution, aujourd'hui, il sert à accompagner les exploitants agricoles, mais pas seulement les exploitants agricoles. Parce qu'autour de ce contrat de solution, on a les acteurs du machinisme, de la génétique, des produits de santé végétale, du biocontrôle. Et donc, c'est un ensemble de partenaires qui constituent ce contrat de solution. Donc, il sert aussi à fédérer. Et ensuite, dans un deuxième temps, il sert à faire savoir ce que font les agriculteurs en termes de démarche de progrès, en termes d'évolution, en termes d'utilisation de produits de santé végétale. Sur 10 ans, nous avons baissé l'utilisation de 16%. Il faut le faire savoir aussi, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est toujours en train d'en consommer plus. C'est pas vrai. L'utilisation des biocontrôles augmente. Le machinisme est en train d'arriver avec des évolutions majeures. La robotique arrive aussi avec des évolutions majeures. Donc c'est l'évolution de notre métier et qui tourne autour de 2 sujets que sont la recherche et l'innovation. Et ensuite, dans un second temps, dès maintenant, 2021-2022, l'objectif c'est de le déployer dans les territoires et de mettre chaque fédération régionale dans le dispositif de déploiement du contrat de solution avec nos partenaires et notamment nos partenaires que sont les coopératives, les négociants et les chambres d'agriculture pour le diffuser et le faire savoir auprès de l'ensemble de nos agriculteurs. L'approche pragmatique sur les produits de santé végétale de la FNSEA, le contrat de solution apporte des réponses. Mais ce n'est pas la seule solution. On voit bien aujourd'hui que sur le contexte réglementaire, nous sommes parfois mis à mal sur l'interdiction des néonicotinoïdes sur betterave, qui a été une impasse majeure. Et on a bien pu démontrer que l'impasse nous a emmené dans des difficultés économiques pour nos fermes, mais aussi pour les industriels, pour les coopératives. Sur les zones de non-traitement, on a bien vu que le débat il est plus idéologique, dogmatique, plutôt que pragmatique. Sur la séparation du conseiller de la vente, on a réussi à inverser aussi les sujets. On a besoin en fait d'investissements pour accompagner les transitions. Mais ces investissements, il faut les accompagner aussi d'aide pour accompagner les agriculteurs. Ce contrat de solution doit permettre aussi d'effectuer ces transitions avec l'aide du machinisme, de la robotique, et qu'il faudra accompagner et qu'il faut accompagner nos agriculteurs dans l'investissement pour
et faire évoluer aussi les pratiques agricoles. Et dans la même idée d'accompagner nos agriculteurs, aujourd'hui nous sommes en négociation sur un plan pollinisateur équilibré. Et l'approche en fait qu'on avait à l'époque, c'était de se dire pas d'interdiction franco-française, restons sur un cadre européen. Depuis 9 mois, nous sommes en négociation avec les ministères pour repositionner ce plan pollinisateur dans un contexte européen pour pas mettre les agriculteurs français en distorsion de concurrence par rapport à nos voisins. Nous avons mené ce gros travail de lobbying pour repositionner en fait l'agriculture dans son contexte européen et de ne pas la renfermer sur une vision trop nationale avec des contraintes trop fortes. C'est tous ces enjeux-là en fait que nous avons aujourd'hui à négocier. Dans le domaine social, la FNSEA a été particulièrement mobilisée durant cette année, donc 2020. Pour un viticulteur, je dirais que c'est même un excellent millésime en termes d'acquis que nous avons pu obtenir. Si on revient sur le sujet des retraites, je crois que nous pouvons ensemble nous féliciter de cette victoire collective. Je soucie bien sûr nos anciens. Le fait de pouvoir porter les retraites à 85% du SMIC pour une carrière complète était pour nous indispensable. C'est une mobilisation capitale pour permettre de rattraper le secteur de l'agriculture face aux autres catégories socio-professionnelles. Nous avons pu obtenir que tous les retraités, à compter du 1er novembre 2021, puissent obtenir cette revalorisation à 85% du SMIC. C'était pas gagné, mais il faut pas oublier le combat que nous menons actuellement. Il porte sur l'inclusion et la revalorisation des pensions pour les conjoints et pour les aides familiaux. Nous continuerons avec force et détermination afin de l'obtenir. Autre chantier d'ampleur, la restructuration des quelques 140 conventions collectives des entreprises agricoles. Le gouvernement avait affiché clairement sa volonté de tout simplifier. Et la FNSEA, en responsabilité, a pris le taureau par les cornes et d'en faire une réelle opportunité pour notre réseau. Nous avons travaillé pendant plus de 3 ans avec l'ensemble des partenaires sociaux agricoles et au terme d'intenses négociations, la convention collective nationale a été signée le 15 septembre 2020. Cette convention collective est maintenant effective depuis le 1er avril 2021 pour l'ensemble des entreprises et des salariés de la production agricole et d'équipements. Et nous avons aussi, depuis 1 an, travaillé à la FNSEA à un plan de déploiement dans notre réseau pour en faire une opportunité de développement de services et de l'adhésion au niveau donc des FNSEA à destination des employeurs de main-d'œuvre. Je suis obligé de revenir sur notre victoire sur le taux EDE. Jusqu'à fin 2022, nous avons réussi à convaincre le gouvernement qui nous a donné gain de cause de pouvoir continuer à prendre en compte les exonérations de charges patronales pour les employeurs de main-d'œuvre sur des rémunérations comprises entre 1 et 1,2 SMIC. Le combat maintenant qui va être le nôtre, c'est de pouvoir pérenniser cette mesure parce qu'elle est indispensable pour lutter contre le dumping social. La régulation foncière contribue à la souveraineté alimentaire de notre pays. Elle offre au plus grand nombre la possibilité d'accéder à un outil de production. C'est quelque chose d'important, mais elle a besoin d'être retoilettée. Il y a des choses qui ont évolué et les outils ne sont plus adaptés à nos nouvelles situations. C'est pour cela que la FNSEA a souhaité avoir une loi foncière qui, notamment, renforce la politique des structures, fait en sorte que nous puissions avoir un statut de l'agriculteur et puis réformer également le statut du fermage. Nous n'aurons pas cette loi foncière que nous souhaitions. Néanmoins, le 7 octobre, nous avons jeté les bases avec de nombreux partenaires autour de la FNSEA d'une régulation renforcée de la politique foncière, notamment sur les parts sociales qui sont à quelque part quelque chose qui permet aux gens de contourner la politique des structures par le rachat de celles-ci. Le député Sampastour s'est saisi du dossier, a porté une proposition de loi qui aboutira, on l'espère. La position de la FNSEA est donc qu'il y ait un contrôle de transfert des parts sociales pour éviter ces contournements, effectivement dans le cadre d'une gestion assurée par les CDOA et puis en exemptant également les gens à l'intérieur du cadre familial. Sur le statut de l'agriculteur, de nombreux débats ont eu lieu au sein de notre réseau pour essayer d'avancer sur ce sujet qui tient à cœur à notre réseau. Ça pourrait s'articuler en tout cas autour de plusieurs critères cumulatifs comme
la gestion et la gouvernance des exploitations, l'activité agricole ou bien la formation. Encore l'âge pourrait être également, mais en tout cas tout ça est en débat aujourd'hui dans notre structure. L'accord bailleur-repreneur est d'ailleurs déjà dans un premier temps historique entre la section nationale des fermiers métayers et la section nationale des propriétaires ruraux, et cet accord a été validé par le conseil d'administration de la FNSEA. Au niveau des affaires internationales, on a connu aussi pendant cette période Covid un fonctionnement un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, mais on a continué à travailler au niveau du COPA, au niveau de la Commission européenne, des députés européens, pour continuer à faire valoir en fait ce que pouvait apporter l'agriculture, et notamment dans la future négociation de la politique agricole commune, de son plan stratégique national, et puis beaucoup des accords de libre-échange où on a martelé notre message prioritaire de n'importons pas l'alimentation que nous voulons pas. Je pense qu'il faut se souvenir de l'année 2018-2019 avec des fuites de communication de la Commission européenne nous interpellant sur une baisse du budget de la PAC assez conséquente, et notamment sur le premier pilier autour de 10% et sur le second pilier de l'ordre de 20 à 25%. Et je crois que tout le travail de lobbying et d'argumentation de la FNSEA a permis d'inverser cette tendance-là et de garder un budget conséquent autour de la politique agricole commune, avec une baisse certes sur le premier pilier de l'ordre de 2%, mais surtout aller rechercher du FEADER relance pour favoriser l'investissement dans les exploitations et aller rechercher une augmentation de ce FEADER relance dans le cadre de l'orientation de la future politique agricole commune. Après ce gros travail d'argumentation, de lobbying autour du premier pilier et du second pilier, une fois qu'on avait réussi à maintenir un minimum les budgets, il y a eu un gros travail dans le réseau qui a été fait par nos élus, en lien avec nos collaborateurs. Je crois que toutes les fédérations départementales et régionales ont été visitées en visio 2 fois avec nos élus pour partager un peu ce programme stratégique national et donner une orientation qui emmène des compromis, comme on sait très bien. Une politique agricole commune, ce sont toujours des compromis à l'échelle des territoires, et garder les équilibres entre les productions. Sur l'accord Mercosur, il y a une position qui a été celle que portait la FNSEA et notamment le réseau des jeunes agriculteurs sur n'apportons pas l'alimentation que nous voulons pas. On a beaucoup travaillé avec le gouvernement, avec les députés européens pour éviter ces accords d'échanges commerciaux qui déséquilibrent en fait la production agricole en France et en Europe. Et c'était vraiment une victoire et un combat syndical que nous avons mené. Même confinés, nous avons fait la preuve en 2020 que nos réseaux restaient agiles, souples, à destination de nos adhérents, de l'ensemble des filières. Je crois qu'on était là pour défendre l'ensemble des productions et des agriculteurs de nos territoires pour qu'on reste sur des territoires vivants, à l'image de ce qu'est la FNSEA aujourd'hui. Tout cela, tout ce que nous avons obtenu au cours de l'année 2020, c'est quand même grâce à vous, grâce au réseau, grâce à nos FDSEA, au FRSEA, à tous les responsables syndicaux qui se sont mobilisés, et nous allons continuer pour qu'en 2021, nous puissions également obtenir des choses comme nous l'avons fait en 2020. Merci à tous. Une année 2020 exceptionnelle, atypique dans tous les sens. Mais notre force du réseau FNSEA et JA, c'est de nous adapter en permanence, de nous reposer un certain nombre de questions. Et cette force, nous allons la mettre à l'énergie du réseau FNSEA 2025. Notre new syndicalisme de demain pour continuer ensemble à défendre les intérêts des agricultrices, des agriculteurs et de notre agriculture.